Comme chaque mercredi sur Studio Qualitas, c'est votre rendez-vous avec l'émission On vous donne la parole. L'émission qui donc vous donne la parole justement sur Studio Qualitas. Si vous avez quelque chose à dire sur un sujet qui concerne la politique, la société israélienne ou tout autre sujet, vous êtes invité à prendre la parole en toute liberté sur Studio Qualitas. Pour cela, vous pouvez nous joindre sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien sur notre site studioqualitas.com ou encore sur notre page Facebook de Studio Qualitas. Et ce matin, nous retrouvons avec plaisir Félix Pérez. Bonjour Félix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous pour votre émission. Merci, les fêtes se sont bien passées ? Dieu merci. Chez les Tunisiens, il y a beaucoup de joie après la fête. Il n'y a pas la Mimouna, mais il y a d'autres festivités spécifiques que Eric Belaïch vous a raconté déjà. Oui, tout à fait. Alors justement, vous avez parlé des Tunisiens et on va parler justement, enfin vous allez parler plus exactement, puisque c'est ce que vous voulez évoquer aujourd'hui, c'est le thème des Juifs et de la Tunisie avec quelques idées reçues à connaître. Alors expliquez-nous. Oui, je voudrais profiter de cette émission pour dénoncer le mythe de l'âge d'or des Juifs en Tunisie que de nombreux Juifs tunisiens font courir en racontant comment la Tunisie était bonne avec les Juifs. Okay. Je voudrais expliquer en quelques minutes comment cet âge d'or a existé, mais uniquement au temps du protectorat français. Donc c'est l'âge d'or des Juifs en Tunisie sous le protectorat français, mais ni avant, ni après. Quelle époque à peu près ? Je vais y arriver, okay. Mais jamais sous l'autonomie musulmane, jamais. Alors, d'abord quelques chiffres. Les Juifs de Tunisie, dans les années 40, il y en a eu jusqu'à 120 000. Donc c'est beaucoup. Le protectorat, alors la Tunisie a été tout le temps sous contrôle arabe, ok. Et le protectorat a duré, c'est-à-dire la France a géré la Tunisie complètement, de 1881 à 1956, c'est-à-dire assez récemment, 75 ans, c'est-à-dire 3 générations, suffisamment pour marquer les esprits. Avant, donc, contrôle arabe, et après, 56, régime centralisé arabe bourguibien, mais arabe. Même s'il était laïque, il était arabe. Sous les 3 générations du protectorat français, donc, les Juifs sont égaux, libres, frères, et c'est de ce temps que nous nous souvenons tous. Et par abus, on appelle ça l'âge d'or des Juifs en Tunisie. Mais c'est un véritable abus, parce que cette prospérité, ce climat, ces douceurs locales, ces traditions, cette vie ouverte, cette occupation des rôles clés économiques ou commerciaux est liée à l'égalité que la France a mise en Tunisie, qui n'a jamais existé, jamais, ni avant, ni après. Et c'est ce que je vais raconter rapidement, avant et après. Alors, avant le protectorat, qu'est-ce qui se passe ? Avant le protectorat, il y a 2000 ans qui se passent, il y a notamment les 300 dernières années ottomanes, mais il y a tout le temps une occupation, depuis l'année 700 à peu près, une occupation arabe. Les Juifs connaissent des périodes terribles, avec des conversions forcées, des ventes comme esclaves, des répressions et des pogroms. Est-ce qu'on sait quand les premiers Juifs sont arrivés en Tunisie ? Oh, c'est une autre histoire, là. Bien avant l'existence de la Tunisie, c'est-à-dire moins 200... donc les Juifs étaient présents en Tunisie avant les Arabes, largement. Ah, d'accord. Mais c'est un autre sujet, on pourrait faire une émission là-dessus. Donc ils ont connu des périodes terribles, avec conversion, répression, pogrom, et des périodes moins terribles, d'accord, mais où ils ont été néanmoins, même dans ces périodes moins terribles, des dhimmis, tolérés et discriminés. Alors ça voulait dire quoi, les périodes les moins terribles ? Alors dans ces périodes les moins terribles, arabes, avant le Bourguiba, chaque soir, ils devaient regagner leur ghetto. Ils avaient un véritable ghetto, ça s'appelait la Hara. Ma grand-mère m'en parlait de la Hara. Ses grands-parents lui racontaient. C'est un ghetto au mur clos, c'est-à-dire que la nuit, on fermait les portes. Ils devaient rentrer là-dedans. Et la nuit, ils étaient enfermés, les Juifs. Ils ne pouvaient pas sortir. C'était dans certaines villes de Tunisie ou dans pratiquement... Alors, 90% des Juifs étaient à Tunis à cette époque-là. Et c'était dans toutes les villes. À Djerba, il y avait ça aussi. Mais la plupart des Juifs, il faut savoir, étaient à Tunis dans cette époque-là. Ils se sont répartis après. Ils peuvent accéder à... La plupart des professions, ils ne peuvent pas y accéder. La propriété, ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Ils ne peuvent pas porter des armes. Ils sont soumis à des impôts excessifs.
Des discriminations vestimentaires les désignent. Alors, si vous avez la diapo en question... Oui, on va la voir, la diapositive où on voit donc... On voit, alors, il y a des voiles noirs, par exemple, pour les femmes juives, que les femmes arabes n'ont pas. Les hommes ont des coiffes noires, alors que les arabes ont des coiffes rouges ou blanches. Ouais. Et les femmes et les hommes doivent avoir des chaussures trop petites, exprès. D'accord. Donc, regardez dans la photo. Et tout ça, c'est pour les soumettre à la vindicte populaire. C'est comme l'étoile jaune, finalement. Hein. D'accord, c'est pour les reconnaître, en fait. Pour les reconnaître et pour pouvoir les discriminer. D'accord. OK ? Le système judiciaire est arbitraire, ils ne reçoivent pas des justes réparations. Ma grand-mère a connu ça. Et le protectorat, dès qu'il arrive, les voit pencher naturellement du côté de la France pour les soustraire à la domination arabe. Mmh. Alors, après le protectorat, qu'est-ce qui se passe ? Alors après le protectorat, en 56, il y a l'indépendance tunisienne. D'accord. Et Yigal Bin-Noun, le grand historien, appelle ça la Nakba, qu'on le nomme pas, parce que les Juifs aussi ont eu leur catastrophe. Mais en Tunisie, on la nomme pas, mais c'est absolument équivalent. Cet âge d'or, il cesse immédiatement. On leur interdit quasiment tout de suite. C'est pour ça, l'âge d'or, il n'existe pas sous occupation arabe. On leur interdit à peu près tout de suite les professions clés, de nombreux métiers. De nombreux problèmes sont causés par les processus d'arabisation. On réquisitionne et on nationalise de nombreuses entreprises et commerces. Ouais. On interdit la libre circulation des gens et de l'argent. On n'a plus le droit d'aller en France, de faire circuler l'argent comme on veut, surtout les juifs. Les arabes, ils peuvent, mais pas les juifs. On met sous tutelle les institutions communautaires, c'est-à-dire qu'on vire les représentants juifs et on met des représentants arabes sur les institutions communautaires juives. De nombreux cimetières juifs sont transformés en jardins. Ah oui. Alors avec les problèmes de Kohanout que ça pose. Les dirigeants juifs, d'autres, des petits exemples, les dirigeants juifs du syndicat des médecins sont démissionnés. Les médecins juifs sont discriminés dans les hôpitaux. Alors, des problèmes dramatiques, les licences d'importation sont réservées quasiment aux musulmans, donc si on ne peut plus importer, on ne peut plus travailler. Donc il faut s'associer à des musulmans. On met des tracasseries terribles sur les propriétaires agricoles, j'ai connu ça, sur les terrains, sur les immeubles. Et les propriétaires donc agricoles de terrains ou d'immeubles doivent à ce moment-là, comme ils ont de telles tracasseries administratives, les vendre à des prix dérisoires. Donc, j'ai connu un ami à mes parents qui avait des terres immenses, des chevaux, etc., qui a été obligé de vendre parce qu'il ne pouvait plus travailler. Et en sommet, on a les émeutes violentes du 5 juin 67 après la guerre des 6 jours. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles les Juifs de Tunisie vont décider donc de partir à la fin des années 60. Je ne vous ai pas donné mon plan, mais vous avez deviné la suite de mon intervention parce que je tape tout à l'avance, mais effectivement, exactement, c'est les départs. Les Juifs quittent rapidement la Tunisie, mais ils ont anticipé, ils ont vu déjà, dès les années 50, ils ont senti la menace. Ils ont senti la menace bourguibienne, les velléités d'indépendance, les manifestations anti-juives avec l'indépendance d'Israël. Il y avait des grosses manifestations anti-juives. Donc les Juifs quittent rapidement la Tunisie avec... Alors, il y avait 120 000 Juifs. Il y a très vite 55 000 départs vers la France et 55 000 à l'IA. Moitié-moitié sur les 110 000. D'accord. Sur les 55 000, 45 000 avant la guerre des 6 jours. C'est beaucoup, hein. Et 10 000 après. Et sur les 55 000 alia, 35 000 avant 1961, 20 000 de 61 à nos jours. D'accord. Et début 70, il reste encore 10 000 juifs en Tunisie. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 1500, donc quasiment zéro, on peut dire, dont 700 à Djerba. Donc Djerba, c'est une communauté un peu particulière. Donc en gros, sur tout le reste de la Tunisie, il reste 700 juifs, c'est pour vous dire zéro. Dont la plupart en maison de retraite à la Goulette, donc vraiment à peu près rien. Il y a plus de synagogue qui fonctionne. Si, il y a une synagogue à Tunis, la grande synagogue qui fait exceptionnellement... à la Goulette, exceptionnellement, et à Djerba, ça fonctionne, parce qu'il y a quand même 700 juifs, et qui sont tous très religieux. Alors, mais c'est quasiment zéro devant la vie juive qu'il y a eu là-bas. Bien sûr. Alors, le pire, c'est quand on regarde les vidéos, les livres, les documentaires qui peuvent circuler, ceux qui sont passés par des juifs, la plupart, c'est-à-dire, on assiste à un véritable négationnisme, ça me rend malade. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la vie juive en Tunisie dans ces années-là, avec une présence musulmane, évidemment, très active, qui est surdimensionnée parce qu'elle n'était pas si forte, la présence musulmane, hein, et une présence italienne. Okay. Alors on voit des catholiques italiens très présents, là, il y en avait, hein, c'est clair, il y avait des pâtisseries, quelques catholiques italiens qui tenaient des quartiers, et voilà. Et puis c'est tout. Les juifs sont
complètement disparu. On ne parle pas dans ces vidéos, dans ces documentaires et dans ces livres d'aucun non-juif, d'aucun rien. Il n'y a plus de juifs, c'est le négationnisme le plus total. Vous savez, c'est du faurisson. Voilà. Et ça me rend malade quand je vois ça, et je voulais en faire part à vos auditeurs. Donc en fait, la période, la période d'or en fait des Juifs de Tunisie, elle est très courte. Elle est très courte et elle est liée à la France. Elle n'est pas liée à la Tunisie. L'amitié judéo-tunisienne, comme on dit, j'ai des amis tunisiens, la Tunisie est formidable avec les Juifs, etc. C'est faux, c'est archi faux. Avant, c'était faux, et après, ça a été tout de suite faux. La Tunisie n'aime pas les Juifs, globalement. La Tunisie déteste Israël. Les Israéliens n'ont pas le droit de rentrer en Tunisie pour du sport, pour des échecs, etc., etc. La Tunisie est rentrée en guerre avec Israël en 67. La Tunisie déteste Israël. Les Tunisiens détestent Israël pour la plupart, et les manifestations, etc. À part quelques exceptions, les Tunisiens détestent Israël. Il faut absolument pas se rendre en Tunisie et donner de l'argent à la Tunisie. La Tunisie déteste les Juifs. Voilà. C'est simple. C'est au temps du protectorat, les Tunisiens étaient bien avec les Juifs parce que les Juifs étaient égaux à tout le monde. Les musulmans étaient égaux. Tout le monde était égal parce que la France mettait bon ordre. Donc personne pouvait faire ce qu'il voulait. Les musulmans pouvaient pas discriminer les Juifs parce que les Français mettaient du bon ordre à tout ça. Voilà. Mais même lorsqu'on entend parler justement des relations qu'il y avait entre les Juifs et les musulmans à l'époque, c'est quelque chose qui n'existait pas? C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr qu'elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes parce que le gouvernement empêchait les discriminations. Donc, naturellement, il n'y a pas de haine naturelle entre un musulman et un juif. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la Tunisie actuelle, avec les mosquées, avec le gouvernement, etc., les musulmans, comme les musulmans en Israël, deviennent anti-juifs. Ils sont pas naturellement, un musulman n'est pas naturellement anti-juif, et un juif n'est pas naturellement anti-musulman. J'ai compris. Et en France, pourquoi les musulmans, la plupart des musulmans français ne manifestent pas après Charlie Hebdo, etc. C'est parce que dans leurs mosquées, etc., ils sont chauffés contre l'Occident. Très bien. Le chauffeur de taxi hier m'a expliqué à Jérusalem, il m'a dit, vous comprenez, Jésus est venu pour les chrétiens, Moïse est venu pour les juifs, mais Mohamed est venu pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit être musulman, il m'a dit. Un chauffeur de taxi tout à fait laïque, hein. Okay. Donc, mais les musulmans et les juifs n'ont pas d'antinomie naturelle, ils ont des antinomies politiques. Donc les musulmans de Tunisie qui sont anti-juifs, c'est de Tunisie actuelle politique ou religieuse, c'est pas naturel. Un musulman naturellement n'est pas anti-juif, et un juif naturellement n'est pas anti-musulman. C'est pas ce que j'ai voulu dire, alors effectivement je corrige. Très bien, j'ai compris. Donc c'était bien de corriger et d'éclaircir votre position. En tout cas, merci pour ces explications qui nous changent un peu de ce qu'on a l'habitude de croire, en tout cas sur cette période. Je l'ai vécu ça, vraiment, sûr, je le travaille. Je travaille là-dessus, mes grands-parents me l'ont raconté et je lis énormément d'ouvrages. Je travaille beaucoup le souvenir. Et bon, contrairement à Claude Citon qui travaille mais qui est très optimiste, on a de francs désaccords sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup Félix d'avoir donné ces explications ce matin sur Studio Qualita. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Merci de l'avoir suivi. Pour participer aussi, je vous rappelle le numéro de téléphone, le 050 430 80 20. C'est notre numéro de boîte vocale pour nous laisser un message et nous vous rappellerons pour vous exprimer en toute liberté. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.